tous et bienvenue pour ce nouveau dossier de la semaine consacré cette semaine à un produit qui m'est cher. Il s'agit du pollen. Et donc, voilà, on va échanger aujourd'hui avec notre auteur que j'ai l'immense plaisir de recevoir, qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Il s'agit de Patrice Percy-Ducerre. Bonjour Patrice. Bonjour Mathilde, c'est avec plaisir. Je suis ravie, merci infiniment. C'est vrai que le pollen, c'est un sujet qui vous parle beaucoup. Tous les produits de la ruche, de manière générale, on va le revoir. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, voilà, on a échangé pour partir sur le pollen en premier lieu, et puis on parlera peut-être d'autres produits de la ruche prochainement. Mais voilà, le pollen, c'est une des bases, en tout cas, de tout ce que produit de tout l'univers de l'apiculture et des abeilles. Et donc, il y a tellement à dire dessus sur les bienfaits, les propriétés, les principes, et qui de mieux que vous pour nous en parler. Donc, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je le rappelle pour vous, auditeurs qui nous écoutez, que Patrice, vous êtes ingénieur agronome, apiculteur, dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen. Conférencier, auteur, notamment du dernier livre, C'est Pollen qui nous soigne, qui était déjà sorti, qui vient d'être réédité et augmenté. Je l'ai commandé, je vous l'ai dit quand on a échangé. Là, on tourne avant les fêtes et peut-être qu'il y a des délais plus importants. Je ne l'ai pas reçu alors que ça fait au moins 15 jours, donc j'ai hâte de le recevoir. Mais j'ai le premier que j'avais absolument dévoré. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous encourage vraiment à vous le procurer parce que c'est tout à fait passionnant, en fait. Donc, c'est Pollen qui soigne. Puis vous avez créé un centre également près d'Agen, toujours, où vous proposez un centre de bien-être autour aussi des produits de la ruche. Donc merci d'être ici. Vous êtes une référence dans le milieu de l'apiculture en France. Donc on a plaisir de vous retrouver aujourd'hui et d'écouter toutes vos expériences autour de ce produit d'exception. Pour démarrer, Patrice, je veux bien que vous nous racontiez un petit peu ce qui vous a mis un peu le pied à l'étrier, si je peux me permettre cette expression, ce qui vous a amené à arriver dans cet univers des abeilles, de la ruche. Alors, il y a deux principaux événements dans ma vie. C'est la rencontre avec les abeilles. Alors, quand j'étais tout petit, je suis né au Maroc, à côté de Fès, dans une ferme, et je regardais les abeilles venir boire dans le petit caniveau devant la maison, et donc je les observais. Mais j'étais pas complètement séduit par l'abeille, je les observais comme j'observais les pucerons sur les capucines de ma mère, et puis les fourmis qui treillaient les pucerons pour se nourrir. Voilà, j'ai toujours été attiré par l'univers des insectes, voilà. Et puis, alors que j'étais dans l'école d'ingénieur, l'école de Purpan à Toulouse, je suis venu en week-end chez mes parents dans le Lot-et-Garonne, qui étaient agriculteurs dans le Lot-et-Garonne, et il y a un essaim qui est venu se poser devant la porte de mes parents sur les rosiers de ma mère. Et le voisin était apiculteur, donc on l'a contacté, et il est venu avec une ruche vide et il a enruché l'essaim. Et là, quand j'ai vu ce monde se diriger et rentrer docilement dans la ruche, là, ça exerçait quelque chose que je n'explique toujours pas. Il me faudrait faire peut-être une psychanalyse pour comprendre, je sais pas. Mais ça m'a complètement séduit, mais d'une manière très puissante. J'ai pas dormi la nuit d'après. Je pensais qu'aux abeilles, voilà. Donc ça a été une rencontre vraiment coup de foudre. On peut pas dire autrement. Qu'on ressent, on vous écoute, un émerveillement, une vraie fascination. Et alors que les coups de foudre habituellement ne durent pas, et bien là, ça a duré. Ça a duré puisque j'avais un peu plus de 20 ans à l'époque et que j'en ai 76 maintenant et que je suis toujours séduit par ces insectes. Et j'en rêve la nuit. Quand j'ouvre une ruche, je suis en pleine conscience, en méditation en fait. Je suis en fusion avec la ruche, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc là, après Purpan, j'ai fait 10 ans de commerce à Toulouse pour pouvoir épargner de l'argent pour m'acheter des ruches et une exploitation. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait 15 ans d'apiculture professionnelle avec 400 ruches.
avec beaucoup de transhumance, beaucoup d'apiculture professionnelle, quoi. Hein. Et puis, lors de cette période, j'ai eu un problème de santé, une sarcoïdose pulmonaire qui m'a laissé dans un état lamentable en 92-93, l'hiver 92-93. Et au mois de mars 93, j'étais très épuisé. Je pouvais plus vraiment visiter les ruches et tout ça. Et c'est le début de la saison apicole. Et là, j'allais voir les ruches qui étaient à côté de ma maison. C'était les ruches souches avec lesquelles j'élevais des rennes. Et je les regardais rentrer du pollen. Elles rentraient du pollen de saule sur leurs pattes à l'époque. Il faisait beau. Et j'ai branché les trappes à pollen, l'outil avec lequel on récolte le pollen dans les ruches, dans l'entrée des ruches. Et chaque jour, j'allais manger par gourmandise. Hein. C'était pas dans un esprit de soin quelconque. Hein. Par gourmandise, j'aime beaucoup le goût des pollens frais. C'est quelque chose qui me séduit. Et chaque jour, je mangeais ce que les 6, 7 ou 8 ruches, je me rappelle plus exactement le nombre, mais c'est un petit nombre de ruches récoltées. Donc, à 7 ou 8 ruches, elles récoltaient entre 100 et 250 grammes de pollen chaque jour. Et je mangeais tout le pollen. Donc, des quantités que jamais on mange d'habitude. Oui. Et au bout d'une semaine, j'ai ressenti une dynamisation qui fait que j'ai même repris mon enfumoir. J'ai repris le fourgon avec lequel je visite les ruches et je suis parti dans le rucher le plus précoce au printemps qui était exposé plein sud au-dessus de la vallée de la Garonne. Et là, je me suis demandé, mais tu as envie de travailler, tout a changé au moins mentalement. J'étais toujours fatigable, hein. Je visitais 8 ou 10 ruches et je m'asseyais sur la suivante pour récupérer un peu, mais je travaillais. Et je travaillais avec les abeilles, ce qui était le pivot de ma vie. Donc ça m'a apporté un grand bonheur et une euphorisation, un grand bonheur, voilà. Mais je me suis dit, mais c'est pas le pollen qui fait ça. Je doutais, quoi. Parce que j'ai un doute en moi méthodologique, quoi. Hein. C'est le scientifique qui parle, quoi. Donc j'ai arrêté d'en prendre et au bout d'une semaine, je suis retombé dans la fatigue prégnante que j'avais, quoi. Hein. Voilà. Et donc j'ai repris du pollen et pas tout de suite, mais au bout d'une bonne semaine, j'ai ressenti cette dynamisation. Alors j'ai recommencé encore une fois. Et même problème, je suis retombé dans la fatigue et après j'en ai repris et j'ai plus jamais arrêté d'en prendre. Encore ce matin, j'ai mangé 2 grandes cuillères à soupe de pollen, voilà. Et donc le pollen fait vraiment partie de ma vie. Et donc on récolte le pollen à l'entrée des ruches, on met ce qu'on appelle une trappe à pollen, c'est une petite grille dans laquelle une abeille traverse. Et donc, elle est obligée de ramper un peu à travers cette grille. Et en général, elle perd une pelote qu'elle a sur ses pattes arrière et qui tombe à travers un grillage dans un tiroir dans lequel l'apiculteur récolte le pollen. Elle paye son loyer à l'entrée, vous voyez. C'est ça. Mais très bien, j'allais vous demander comment on le récolte. Donc, et donc, toutes les ruches sont équipées. Donc, vous nous dites, il y a une grille à l'entrée. Et quand elle traverse, une partie reste à l'entrée de la ruche. Elle paie son loyer, c'est exactement. Alors, c'est pas obligé, hein, on peut ne pas récolter le pollen. Hein, toutes les ruches ne sont pas équipées de cette grille. Non, voilà, mais bon, quand on récolte du pollen, et là, mes ruches étaient toutes équipées de trappes à pollen. Pourquoi ? Parce que je produisais déjà du pollen que je vendais dans les élevages de bourdons aux Pays-Bas et en Belgique, parce que les bourdons, les bombus terrestris, vous savez, les gros bourdons au petit derrière blanc là qu'on voit sur les fleurs, et bien ils sont élevés maintenant en captivité pour polliniser les serres de tomates, parce que la tomate a besoin d'être pollinisée, et c'est soit elle est pollinisée manuellement avec un vibreur, soit on met des bourdons, des bombus terrestris dans les ruches, dans les serres, et voilà. Et eux, ils travaillent. Il n'y a pas de dimanche et jour de fête pour eux. Il n'y a pas de charge sociale. Il y a de la TVA, mais c'est tout. Donc les maraîchers adorent les bourdons. Voilà. Et l'abeille butine pas la tomate.
elle est allergique à la tomate, en fait. Ah, l'abeille ne butine pas les tomates. Non, les fleurs de tomate, non. Elle butine le poivron, par exemple, qui est une plante D'accord. voisine au niveau classification Oui, botanique, enfin, oui. botanique, mais elle butine pas la tomate. Vous verrez Ah, jamais une abeille sur une fleur de tomate, ou alors c'est 2 secondes et puis elle fuit. Elle a horreur de l'horreur de, elle a horreur de l'odeur de la tomate. Voilà. d'accord. Donc, il y a un cousin qui fait ça très bien. Donc Voilà, c'est donc c'est aussi une abeille, hein, le Bombus terrestris, et on voit là qu'il y a une complémentarité dans la diversification des abeilles. Hein. C'est un groupe qui s'est éclaté il y a 200 millions d'années, hein, et donc elles sont complémentaires. Il y a des abeilles solitaires aussi qui vont. Par exemple, il y a une abeille qui naît au moment de la flore que à l'automne. Elle éclot que à l'automne et sa fleur de prédilection, ce sont le lierre. Donc, vous voyez, il y a des abeilles qui sont spécialisées dans une espèce, quoi, hein. Donc, c'est pour ça au moment de la floraison de l'espèce. C'est la au magie. moment de la floraison, oui, c'est coordonné, voilà. Bon, c'est très complémentaire, en fait. Et puis, le bourdon, il est intéressant parce qu'il a de la fourrure. Et donc, il peut butiner aussi, même quand il fait froid. Tandis que l'abeille a moins de fourrure, donc il lui faut 4 ou 5 degrés de plus pour pouvoir polliniser les cultures. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour les amandiers ou les voilà. C'est très, très intéressant. Très intéressant. Donc, par rapport à… Alors, vous allez me dire, parce que j'ai plein de questions qui me viennent en tête là. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert le pollen dans une ruche? Pourquoi est-ce que les abeilles ramènent ce pollen? Qu'en font-elles? Alors là, le pollen, c'est l'aliment protéique de la ruche. Voilà. Mais il contient plus que des protéines, puisque c'est l'aliment le plus complet qu'on connaisse en polyphénol, phytostérol, en vitamines, en substances, nous détailler. enfin, plein de choses, quoi, hein. C'est une grande, grande richesse nutritionnelle. Mais il y a autant de protéines que dans de la viande ou du poisson. Et le miracle, c'est que les abeilles, enfin, c'est pas un miracle, c'est un fait scientifique, les abeilles arrivent à conserver un aliment aussi riche que de la viande et du poisson dans une ruche. Or, dans une ruche, à l'endroit où les larves vivent, eh bien, il fait 35 degrés de température, 35 degrés Celsius. Donc, c'est presque un hammam, quoi. Et c'est à saturation d'humidité pour que les larves ne se dessèchent pas. Eh bien, imaginez-vous conserver de la viande ou du poisson dans votre appartement, chauffé à 35 degrés et à saturation d'humidité. Ça tiendrait pas longtemps. Eh bien, les abeilles ont un système, elles ont dans leur jabot, on appelle ça le proventricule, c'est le jabot dans lequel elles transportent l'eau, le nectar ou le miel, pas le pollen, hein. Et elles ont, ce jabot est une petite membrane qui est translucide en fait, hein. Et quand on regarde, c'est les chercheurs suédois Olofsson et Vasquez qui ont travaillé là-dessus. Donc ils ont regardé au microscope électronique la nature de cette membrane qui enveloppe voilà de ce proventricule, et ils ont vu qu'il y avait des niches dedans avec des ferments. Et ce sont des ferments lactiques. Et l'abeille sécrète des acides aminés, hein, c'est-à-dire des protéines, quoi, hein, à l'état natif, pour que ces ferments puissent se multiplier. Et ils puisent dans le nectar l'énergie, puisqu'il y a du sucre, et des sucres qui viennent des fleurs, et après, ils se disséminent dans ce nectar. Donc l'abeille, quand elle récolte le pollen, vous les regarderez la prochaine fois que vous voyez une abeille butiner des fleurs avec des petites pelotes sur les pattes. Elles font un petit vol stationnaire, comme un petit hélicoptère, comme un petit drone, quoi, devant la fleur. Et là, elles émettent en fait de l'électricité. Et les grains de pollen qui sont parsemés sur les poils, elles ont des poils quand même, elles sont pas aussi poilues que le bourdon, mais elles ont des poils, eh bien, sont attirées par la partie humide de leur corps, qui est les pattes postérieures. Donc l'abeille régurgite du nectar
par ces pièces buccales et elle se transfère vous voyez, je fais comme une abeille. Elle Oui, se oui. transfère ce nectar sur ses pattes postérieures. Donc, moi, j'ai Ouais. 2 pattes, mais elle en a 6 en tout, hein, donc, enfin, j'ai 4 pattes puisque mes mains sont des pattes et elle en a 2 de plus, quoi. Et donc, elle mouille, en fait, ses pelotes et les Oui. grains de pollen vont s'agglomérer sur ces pelotes. Et donc, comme elle régurgite du nectar, elle fait un ensemencement en ferments lactiques, en bactéries. Et ces ferments ont été très étudiés justement par ces 2 chercheurs, Olofsson et Vasquez, et puis par nous ensuite aussi avec des laboratoires spécialisés. Et donc, ces ferments sont les plus puissants probiotiques qu'on connaisse. On les a mis en présence de 8 germes potentiellement pathogènes de la flore intestinale, in vitro, hein, en laboratoire. Et par exemple, des salmonelles, qui sont pas potentiellement pathogènes, qui sont pathogènes, qui peuvent être très très mauvais sur des enfants, des personnes fragiles, des femmes enceintes ou des personnes âgées. Eh bien, ces salmonelles ne résistent pas à ne serait-ce que 2% de pollen de cyste. Si on met 2% de pollen dans la culture de salmonelles, eh bien, les salmonelles disparaissent au bout de quelques heures en étuve. Donc, c'est très, très, très puissant, quoi, hein. Et on a fait ça avec des Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, enfin, pour 8 germes. Les Proteus sont pas mortels, hein, mais ils sont gênants quand même, parce que c'est des germes qui résistent aux antibiotiques et qui prolifèrent après une prise d'antibiotiques, et c'est ce qui provoque la fatigue quand on prend des antibiotiques. Et ils sont une passerelle pour les mycoses après intestinales. Donc, ils sont quand même gênants, quoi. Eh bien, les Proteus sont complètement inhibés par la présence de ces ferments lactiques. Et c'est pas le pollen qui les inhibe. Parce que si on mélange le pollen dans de l'eau tiède et qu'on filtre avec un filtre à café en papier, donc on retient tous les grains de pollen. Et le filtrat dessous est parfaitement translucide et il contient ces ferments lactiques. Et ils vont avoir les mêmes propriétés que le pollen entier, frais. Mais par contre, quand on sèche le pollen, on perd ces ferments lactiques qui peuvent pas se mettre sous la forme de spores. Contrairement aux probiotiques du commerce qui peuvent sporuler, qui peuvent avoir des formes de résistance plus ou moins faibles. Eh bien, ceux du pollen ne peuvent pas être séchés, quoi. Voilà. Même lyophilisés, ils disparaissent, quoi. Ils n'ont plus d'activité. Oui, bah précisément, j'allais vous y venir parce que du coup, vous nous expliquez là que c'est gardé dans une ruche avec un taux d'humidité à un certain taux, avec une température à un certain niveau, certains degrés, 35 degrés, vous nous avez dit. Donc, pour bénéficier de tout le potentiel, et on va y revenir parce que vous allez nous détailler un petit peu les différents types de pollen. Vous avez parlé un peu du pollen de cyste à l'instant. Vous avez créé un procédé totalement novateur pour bien conserver ces pollens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer voilà, le procédé, comment est-il venu et qui permet de garder tous les bénéfices exceptionnels, on vient de le voir, des pollens et des ferments lactiques, du coup, parce que c'est ça, c'est les ferments lactiques, en fait. Oui, voilà. Mais à l'époque, quand j'avais constaté que ça me faisait du bien, je savais pas que c'était les ferments lactiques. En fait, c'est quelque chose parce que, alors, je me suis précipité à l'époque sur la littérature scientifique qu'il y avait, mais elle était infiniment réduite. C'était les travaux de Rémi Chauvin en 1950. Et quand j'ai pu avoir quelques petites subventions pour une étudiante en stage que j'ai logée dans un laboratoire biologique, on a essayé de refaire les travaux de Rémi Chauvin et ils n'ont pas fonctionné. Donc, je suis allé rencontrer moi-même Rémi Chauvin, qui est parti d'un grand éclat de rire et qui m'a dit « Mais oui, mais nous, à Jouy-en-Josas, on faisait le travail… » Il faut dire que Rémi Chauvin avait découvert les principales propriétés du pollen dans son laboratoire sur des souris, hein. Donc, c'est quand même… c'est un chercheur que j'admire beaucoup, pour lequel bon, il a disparu maintenant, mais c'est quelqu'un de très ouvert et de très créatif en sciences, hein. Et alors, il m'a dit, nous, on récoltait le pollen tous les 2-3 jours dans les ruches, et puis on mettait le pollen dans des petits plateaux, là, et puis on donnait ça aux souris.
Donc, en fait, il séchait pas le pollen. Il utilisait du pollen qui était frais, qui était peut-être un petit peu fané des fois, mais qui fonctionnait. Et après, il m'a dit, pour des raisons de conservation, on a conseillé de sécher le pollen, mais on n'a jamais refait le travail de recherche sur le pollen sec. Donc, en fait, le grand initiateur du pollen, c'était Rémi Chauvin. Et après, le conseil de conservation avait ruiné une grosse partie des effets du pollen. Oui. Voilà. Donc, c'est ça qui était dramatique. Et donc, après, j'ai compris ça et je me suis dit, voilà, on a refait des travaux, on a découvert que c'était les bactéries qui avaient les principaux effets, enfin, une grosse partie des effets, que, voilà. Et puis j'ai pu avoir une subvention assez importante de l'ANVAR à l'époque, et on a pu faire des analyses de 5 pollens différents. Et voilà. Et là, on a trouvé des trésors, quoi. Parce qu'il y a des pollens qui contiennent, par exemple, le pollen de saule contient de la lutéine et de la zéaxanthine, qui sont les deux pigments de la rétine et qui empêchent la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Donc, c'est très important. Incroyable. Vous allez nous revenir sur les différents pollens parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, je suis une grande fervente, j'en utilise. J'ai fini ma barquette ce matin de châtaignier. Mais j'ai la gelée royale dans le frigo aussi. Donc, simplement pour terminer sur la manière de conservation, parce que du pollen, on peut en trouver maintenant de manière assez fréquente sur des marchés, des magasins bio, etc. Comment bien savoir si il est de bonne qualité? Déjà, vous venez nous expliquer que s'il est séché, il perd grandement ses facultés. Oui. Donc ouais. Par rapport à la conservation, et puis par rapport à ce que vous avez créé. Si vous m'offrez un pot de pollen sec, franchement, je vais le donner à mes plantes. Voilà. Mais oui, c'est important de le dire. On le trouve beaucoup sous forme comme ça, en bocal, transparent, voilà. À l'air libre. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que le mode de conservation a sacrifié les 95% des effets du pollen, quoi. Donc voilà. Donc très vite, quand j'ai découvert en fait l'effet sur moi, je me suis dit mais au début de l'hiver, j'avais fait une cure de pollen sec et en fait j'avais rien ressenti alors que j'avais déjà ma cercoïdose et que je le savais pas. Donc, voilà. Et donc, j'ai congelé du pollen et je me suis aperçu qu'une fois congelé, le pollen, il était aussi efficace que quand il sortait des ruches que quand il était frais, quoi. Donc, je me suis dit, il faut le congeler. Et puis, je me suis dit, mais il y a beaucoup de gens fatigués, tout ça, et j'en ai fourni à pas mal de gens, donc dont un couple qui était venu juste à côté de chez moi dans un gîte et qui sortait, le monsieur sortait d'une chimio qu'il avait épuisée et je lui ai donné du pollen et ça lui a redonné une forme éblouissante. Et voilà, donc j'ai testé sur plusieurs personnes comme ça et la plupart du temps, ça a redonné la forme. Bon, quand on en donnait à une personne en pleine forme, il ne remarquait pas forcément quelque chose. Si, moi, je vois vraiment des différences. J'ai plus d'énergie, j'ai un meilleur sommeil, je me sens plus en vitalité. Ça joue là-dessus. Voilà. Et donc après, je me suis dit, mais comment le distribuer, quoi, hein? Donc, parce que ce monsieur, justement, il habitait Lille. Et quand il est reparti chez lui, il me téléphonait tous les 3 jours pour que j'en envoie. Mais je savais pas envoyer un produit congelé. Donc, j'avais fait une glacière jetable, tout ça. J'ai envoyé des colis en Chronopost et il me dit, mais ça marche, oui, continuez. Mais on peut pas vendre un produit à Chronopost comme ça. Ça va pour un labo, quoi. Mais c'est pas, c'est pas faisable. Donc, j'ai été aidé par une société qui est l'Air Liquide, qui est une multinationale, hein, et j'ai eu la chance de rencontrer l'ingénieur de recherche qui était à Toulouse à l'époque, qui s'appelle Thierry Merkel. Et en fait, il m'a dit, mais essayez de mettre le pollen sous des gaz. Il me dit, le budget, c'est très réduit, c'est de l'ordre de, bon, c'était en francs à l'époque, il me dit, mais c'est de l'ordre de 10 000 euros maintenant. Je dis, mais moi, 10 000 euros, je peux pas, je vends mon miel au cours mondial, je suis apiculteur professionnel, j'arrive à élever mes enfants, à nourrir la famille, tout ça, ça va, mais je peux pas mettre 10 000 euros là-dedans. Il me dit, mais vous appelez Percy Dussert? Alors je lui dis, bah oui, je m'appelle Percy Dussert. Il me dit, mais vous connaissez un Percy Dussert qui était à l'Air Liquide? Je lui dis, oui, c'est un frère de papa, Michel.
Ah, il me dit, eh ben, écoutez, je vous rappelle demain, on va voir ce qu'on peut faire. Et il me rappelle le lendemain, et grâce au nom de mon oncle qui était décédé, en fait, et j'ai pu avoir tous les essais de gaz neutre à jouer en Alsace sur du pollen congelé que j'ai amené avec des glacières. Et je leur avais expliqué que de toute façon, s'il se conservait bien, il gardait un goût agréable. Que s'il se conservait pas, on le voyait au niveau du goût. Donc, j'ai fait 300 petites barquettes avec différents gaz. Voilà. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une formule qui a fonctionné. Mais c'était qui m'a donné une piste. Et après, j'ai pu acheter une toute petite machine de mise sous gaz, de travail de labo, et j'ai pu continuer tout mon travail de recherche en interne et mettre au point cette méthode qui est une mise sous gaz neutre, sous azote, pendant la congélation. J'insiste, on peut pas, si on le met alors que c'est dégelé, ça marche pas. Pendant la congélation, avec un protocole de vide très particulier que j'ai mis au point, et qui est, bon, maintenant, c'est des grosses machines qui font ça, qui sont à Pôle Énergie, avec un ordinateur, et tout le process est dans le programme de l'ordinateur. Et si, par exemple, la personne qui met des barquettes sous azote va prendre son café, et quand elle revient, ben, la machine, elle veut pas le faire, parce que le pollen a dégelé et elle est obligée de le recongeler pour le faire. Donc, c'est très précis, c'est très, il y a un savoir-faire. Oui. Voilà. Bon, depuis, j'ai vendu la société Pôle Énergie, qui appartient maintenant à Monsieur Martin, et avec lequel j'ai d'excellentes relations. Voilà. Et voilà. Donc, j'étais pour l'aider sur le salon Marjolaine, et je serai sur le salon Vivre Autrement aussi. Donc, je retrouve mes anciens clients avec un beau, voilà, avec beaucoup de plaisir, quoi. Bah, avis à vous, si vous, alors Marjolaine est passée, mais pour le prochain Vivre Autrement, voilà, vous pourrez. Vivre Autrement, voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Donc, une rencontre, vous étiez là, votre oncle, enfin, c'est intéressant en tout cas sur comment ce procédé a pu pas être créé, inventé, mais en tout cas être mis, commercialisé, parce qu'effectivement, donc vous, les pollens sont conservés au congélateur, donc ni séchés ni déshydratés, vous venez de nous dire. Il y a un taux d'hydratation qui est très faible dans le pollen, ce qui permet de pouvoir décongeler, en fait, une fois que c'est mis en barquette, on peut le recevoir par la poste. Expliquez-nous un peu, parce que du coup, peut-être qu'on peut avoir des questions de la part des auditeurs en vous écoutant. Là, on se dit, mais ok, il est congelé, mais quand on le reçoit par la poste, il se décongèle. Alors, il faut que le service des fraudes se mette des bouchons dans les oreilles, parce qu'on doit jamais recongeler un produit décongelé. Enfin bon, c'est la règle qui est normale, hein, pour des fruits, des légumes, absolument. Du poisson, ça c'est vrai, parce que quand on dégèle un produit, il y a des écoulements de jus, parce que la congélation a fait éclater les cellules, écoulement de jus, prolifération microbienne, etc. Or, quand on congèle du pollen, à l'intérieur de la cellule de pollen, il n'y a que 8% d'eau. D'ailleurs, le pollen de saule a été plusieurs fois congelé alors qu'il est butiné par l'abeille, puisque la nuit, fin février, mars, la nuit il gèle, le jour il dégèle, les abeilles le butinent, et si le pollen était tué par la congélation, il n'y aurait plus de saule sur Terre. Voilà, de saule marceau qui fleurissent très tôt. Voilà, donc il y a avec 8%, ça n'éclate pas la cellule. Ensuite, le pollen frais, quand on mesure le taux d'humidité totale, c'est dans les 15 à 18-19%. Eh bien, cette humidité vient du nectar, donc c'est pas intracellulaire. C'est comme si vous congelez du miel, vous le dégelez, il est pas foutu. C'est rien. Vous congelez de l'eau, vous la dégelez, ben c'est un liquide, ça va quoi. Il y a pas, on va pas geler, il y a pas de prolifération microbienne pour ça, quoi. Donc, d'ailleurs, il y a des plantes que vous achetez, qui ont été congelées et dégelées plusieurs fois. Vous achetez des poireaux en hiver, ben ils ont été récoltés quelques jours avant. Bon, là, ils ont, si ça se trouve, bien gelés et puis dégelés, parce que les cellules de poireaux sont plates et que quand elles sont adaptées au gel et au dégel. Et donc, il y a beaucoup de végétaux qui sont comme ça, quoi. Donc, pour le pollen, il n'y a aucun souci. Nous, on a gelé, congelé, dégelé 12 fois le même pollen. Et on a mesuré avant, le pollen, le témoin,
le taux de vitamine E, par exemple. Et on avait perdu, après 12 gels et dégels, donc il y a eu une période dégelée, évidemment, entre les gels, on avait perdu que 5% de la vitamine E, donc Oui. la plus sensible au gel et dégel et à l'oxydation. Mm. Donc on le garde parfaitement. Oui, c'était bien que vous nous réexpliquiez un peu ça, parce que moi, c'est une question que j'ai souvent sur mais s'il est congelé, comment est-ce que ça se passe? Donc, c'était bien que vous nous réexpliquiez le pourquoi. La récolte de pollen se fait toute l'année. Après, vous allez nous raconter vraiment pollen par pollen, mais la récolte de pollen se fait-elle toute l'année? Et alors déjà, j'ai cette question et après, j'en ai une autre derrière qui m'est venue. Non, c'est pas toute l'année parce que par exemple en ce moment, elles récoltent pas de pollen, il n'y a pas de fleurs. Et les abeilles sont en hivernage, voilà. Et puis au début du printemps, bon, il y a quelques abeilles qui vont aller récolter du pollen de noisetier, mais c'est un pollen qui est pas très attractif pour les abeilles, donc c'est rare qu'elles en rentrent. Et après, il y a le saule marceau qui fleurit. Et alors là, c'est un pollen extraordinaire, et pour les abeilles et pour les humains. Donc ça, c'est très très fortement récolté par les abeilles et ça permet souvent le démarrage des colonies. Et après, les pollens, on a les fruitiers qui sont des très bons pollens, on a le châtaignier, qui est un pollen que vous venez de prendre ce matin, qui est très bon pour renforcer l'immunité. Et il y a pas mal de polyphénol dedans. C'est un pollen qui a un petit peu des propriétés de la propolis d'ailleurs, hein. Mais qui a aussi les ferments lactiques, alors que dans la propolis, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc voilà. Après, on a des pollens de pavot qui sont intéressants au niveau de certains acides aminés qui sont. Vous allez nous dire les différents pollens, mais simplement du coup pour avoir une idée. Donc les pollens sont récoltés de février jusqu'à octobre-novembre à peu près? Alors non, justement, je déconseille ça aux apiculteurs, parce qu'après notre fête nationale, c'est un bon repère, le 14 juillet, après notre fête nationale, je déconseille de récolter du pollen. Pourquoi? Parce que j'ai fait des essais sur des ruches. Et en fait, à partir de la fin juillet, les abeilles vont réduire le nid à couvain et elles vont remplacer l'espace réservé aux larves par du pollen. Et au printemps suivant, elles vont faire l'inverse. Elles vont dilater ce nid à couvain et elles vont utiliser ce pollen pour nourrir les larves et démarrer au printemps avant qu'il y ait des fleurs. Parce que les abeilles, les colonies d'abeilles commencent à augmenter leur volume et leur nombre avant qu'il y ait des fleurs. Elles prévoient les fleurs. Et donc, si on récolte, par exemple, du pollen de lierre à l'automne, bien, on récolte par exemple 1 kilo sur une ruche, eh bien, on va récolter au printemps suivant 2 à 3 kilos de moins de pollen. Voilà. Donc, au niveau de la santé de l'abeille, c'est pas bon. Au niveau économique, c'est pas bon. Et puis, voilà. Après, le pollen de lierre est pas facile à conserver parce qu'il est butiné par des quantités de mouches, tout ça. Donc, c'est d'autres problèmes. Il y a des ferments qui sont gazogènes et qui sont difficiles à conserver sous azote. Donc voilà. Donc on récolte pas toute l'année, on récolte pas tous les pollens parce que dans la relation aux abeilles, pour moi et pour les apiculteurs, le principal c'est de ne pas leur nuire. Exactement. Voilà. En fait, vous avez anticipé sur ma question suivante, qui était quel impact il y a sur le fait de récolter le pollen aux abeilles. Est-ce que la quantité qui est prélevée, qui est déposée à travers le grillage est suffisante? Est-ce qu'elle rentre la quantité suffisante pour elle? Est-ce qu'il faut une ruche en bonne santé? Enfin voilà, vous avez anticipé sur. Je sais bien vous, avec l'amour des abeilles que vous avez, que vous en prenez grand soin et que votre objectif premier est la santé de la ruche. Mais voilà, c'est des questions qui peuvent revenir sur est-ce qu'on ne pique pas l'aliment à l'abeille, est-ce que ça ne la fatigue pas? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus, même si vous en avez un petit peu parlé, mais le réexpliquer pour que ce soit bien clair? C'est essentiel parce que si elles perdent par exemple, mettons qu'elles perdent ce qui arrive, hein, la moitié du pollen en rentrant dans la ruche, eh bien, ça va pas leur nuire. Pourquoi? Parce que l'abeille gère le stock de pollen dans les alvéoles de la ruche. Et si elles en perdent la moitié à l'entrée de la ruche, elles envoient le double de butineuses à pollen pour récolter du pollen. Alors, ça nuit pas pour le pollen, mais ça peut nuire pour les réserves
parce que pour aller chercher ce pollen, il leur faut du nectar, il leur faut de l'énergie, il leur faut du miel. Donc, il faut à peu près, on estime qu'il faut à peu près 250 grammes de miel pour récolter 1 kilo de pollen. Donc, il faut l'apiculteur qui récolte du pollen, il est toujours en train de sous-peser les ruches pour voir si elles sont assez lourdes. Donc, on peut pas récolter, on récolte moins de miel si on récolte du pollen. Et surtout au printemps, où les abeilles peuvent être en déficit de réserve, là, il faut vraiment surveiller et sinon, on leur redonne du miel, tout simplement. Moi, j'ai du miel que je garde pour elles et je redonne à ce moment-là. D'accord. Donc ça, c'est essentiel. Voilà. Voilà. Et puis il faut quand on est apiculteur, il faut avoir des reines jeunes parce elles émettent beaucoup de phéromones qui fait bien travailler les ruches et donc elles sont très réactives au moindre déficit et donc on ne leur nuit pas ainsi. Si c'est une reine très âgée qui a plus d'énergie, qui émet beaucoup moins de phéromones, bon, c'est pas bon de récolter du pollen parce qu'on va achever la ruche, quoi. Donc, il vaut mieux changer la reine, mettre une jeune reine et puis vraiment travailler proprement, quoi. Bon, voilà. C'était très intéressant que vous nous reparliez de ça et c'est absolument passionnant la relation comme ça qu'il y a avec l'abeille et toute la vie à l'intérieur de la ruche. Ouais. Vous nous en avez parlé un petit peu au fil de vos partages. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler, donc peut-être nous redire de manière plus, enfin pas synthétique, mais rappeler tous les principes que vous nous avez donnés sur ce que contient le pollen. Donc, vous nous avez parlé des probiotiques, vous nous avez parlé que c'est extrêmement riche en acides aminés, aussi riche que de la viande. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu toutes les propriétés du pollen et puis peut-être après prendre des exemples pour nous partager les différentes singularités de chaque pollen? Avec plaisir. Ça, c'est en fait, qu'est-ce que c'est on repart dans la nature. Qu'est-ce que c'est que le pollen? C'est la cellule fécondante de la fleur. Et donc, cette cellule fécondante, elle est dans une petite cage de fibres, voilà, de fibres insolubles. Donc, quand on consomme du pollen, ces fibres, on va les rejeter intactes. Mais on aura consommé, on aura digéré tout ce qui est à l'intérieur de la petite cage de fibres et tout ce qui est à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a des substances, mais extrêmement puissantes. Pourquoi? Parce que cette cellule de pollen, qui est d'une dimension infime, elle est quelques microns. Seul, on a du mal à la voir, quoi. Et elles doivent pouvoir conserver vivante la cellule fécondante qui est à l'intérieur de cette petite cage de fibres pendant plusieurs dizaines de minutes sur le corps d'une abeille en plein vol, en plein soleil, c'est-à-dire en plein milieu occident. Et le soleil, ça stérilise tout, hein. Donc ça pourrait tuer cette cellule fécondante. Donc en fait, la nature a coévolué avec l'abeille pour protéger cette cellule fécondante avec les substances de protection de la nature. Donc, c'est des caroténoïdes, c'est des flavonoïdes, des polyphénols, des phytostérols, toutes les substances qu'on a dans les cuticules, à la surface des feuilles, qu'on a. Je prends un exemple. Par exemple, la pomme. Dans la peau de la pomme, on a la quercétine. La quercétine, c'est très étudié puisque c'est une molécule qui est détoxifiante. On s'aperçoit qu'en oncologie, elle pourrait avoir un effet très intéressant pour préserver pour préserver la formule sanguine, par exemple, etc. Eh bien, cette quercétine, elle est dans la peau des pommes et ça protège des effets néfastes du soleil, de la brûlure du soleil. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Mais quand on épluche une pomme, on jette la peau. Et donc on jette 95% de la quercétine de la pomme. C'est un peu dommage. Donc si les pommes sont en bio, il vaut mieux les passer sous le robinet. Là, la quercétine elle reste et puis on mange la peau, quoi. C'est ce que je conseille. Eh bien la quercétine, on va en retrouver. C'est une des nombreuses molécules qu'on retrouve
pour protéger la viabilité de la cellule fécondante qui est à l'intérieur de cette petite cage de fibres. Et donc, chaque cage de fibres a une forme différente, ce qui permet d'identifier sous le microscope l'origine florale du pollen. Donc, à Pôle Énergie, ils font des analyses de tous les lots qui rentrent pour savoir qu'est-ce que c'est comme pollen. Bon, des fois, en goûtant, ça suffit. Hein. Le pollen de châtaignier, il est pratiquement pur. Il y a souvent un peu de ronce dedans, qui a un peu les mêmes propriétés d'ailleurs. Et donc, on peut identifier. Mais quelquefois, on est obligé de faire une analyse parce qu'il y a des pollens qui ont, par exemple, dans le pollen de cyste. Le pollen de cyste et le pollen d'olivier ont à peu près la même couleur. Et le pollen d'olivier, on n'y tient pas parce qu'il a des propriétés qui peuvent être allergènes. Donc, c'est du pollen qui est plutôt déclassé, qui va servir à nourrir ces fameux bourdons, justement. Voilà. Formidable. Merci pour ces explications sur ces antioxydants, finalement, la grande famille des antioxydants. Antioxydants, si on veut résumer d'une manière très grand public, c'est que une cuillère à soupe de 15 grammes de pollen contient ce que contient en antioxydants et en micronutriments 1,5 kg ou peut-être 2 kg de fruits ou de légumes non pelés, non épluchés, non cuits, quoi. Voilà, parce que c'est cuit. Ça compense en fait la pauvreté nutritionnelle de notre alimentation. Parce que notre alimentation, on devrait avoir une alimentation très proche de celle du chimpanzé. D'ailleurs, on a un ancêtre commun avec le chimpanzé, on a les mêmes sucs digestifs, on a la même voilà. Mais bon, pour le chimpanzé, le hamburger ou le bol de riz ou le truc sont très rares dans la nature. Ils ont jamais dentaire dans la nature, par exemple, hein, et en captivité, si on les nourrit pas avec cette nourriture originelle, eh bien, ils ont aussi des caries dentaires. Donc, nous, on devrait avoir une nourriture très crue, très diverse, et comme nos cousins qui sont proches. On a 98% de gènes en commun, quand même, vous voyez. Donc, voilà. Donc, nous, on a découvert l'agriculture, tout ça, là, sont apparus. Les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas de caries dentaires, par exemple. Hein. Et après, avec les sucres, hein, et dans le sucre, j'inclus les farines, le pain, le riz, les pâtes, tout ça. Oui, les céréales de manière générale. Les céréales de manière générale et d'autres produits aussi, qui sont assez pauvres, très pauvres même en micronutriments. On peut pas vivre qu'avec ça. Il faut aussi, voilà. Alors, le minimum vital, c'est de manger, comme on dit, 5 fruits et légumes par jour. Mais bon. Mais là, le pollen a d'autant plus des antioxydants présents dans les sucres, dans les fruits et légumes, pardon, mais des acides aminés aussi. Donc, avec un apport protéique très important, plus des vitamines, des enzymes. Enfin, c'est vraiment un produit d'exception. Et pour les végétaliens, par exemple, qui veulent pas manger de produits animaux, le pollen est particulièrement intéressant. On mange pas les abeilles, c'est pas les larves qu'on mange, hein, c'est ce que récoltent les abeilles. Donc, les véganes ne veulent même pas manger de pollen. Donc là, je suis en opposition avec les véganes. Mais les végétaliens en France mangent du pollen en général. Hein. Et parce qu'ils savent qu'on élève les abeilles avec amour, qu'on leur fait pas de mal, on les tue pas pour les manger, donc voilà, la philosophie végétalienne est respectée. Hein. Eh bien, il y a tous les acides aminés essentiels dans le pollen, alors qu'ils ne sont pas dans les plantes. Par exemple, quand on prend du soja, il manque certains acides aminés. Et en fait, l'assimilation d'un acide aminé va induire l'assimilation d'un autre acide aminé. Donc, c'est très intéressant, quoi. Donc, c'est un rééquilibrage. Donc, manger du pollen, par exemple, si vous prenez des lentilles, eh bien, avec les lentilles, ça va permettre de mieux assimiler les acides aminés qui sont les protéines qui sont dans les lentilles, qui sont pas complètes, quoi. Hein. Complète. Oui. Je vous pose la question parce que je vais peut-être oublier après. Donc, on conseille, enfin, moi, je sais que je conseille dans mes consultations des cures de pollen.
alors je sais un peu ce que vous dites, c'est pour l'énergie, mais je voudrais vous entendre. Quelles sont les cures? Est-ce que vous conseillez des cures de pollen? Est-ce qu'il y a des fenêtres thérapeutiques à faire? Donc des fenêtres thérapeutiques, c'est des pauses en fait. Donc peut-être 3 semaines de pollen et 1 semaine de pause, ou toute la semaine et puis pas les week-ends. Ou est-ce que non, il n'y a pas de problème? Je vais aussi vous poser la question par rapport aux personnes qui sont allergiques. Les personnes qui sont allergiques au pollen, qui ont voilà, le nez pris, les yeux qui coulent au moment du printemps, qu'est-ce qui se passe au moment de la consommation du pollen? Ah, c'est une question qui me fait très plaisir parce que je suis allergique aux mots-cures, moi, parce que j'en prends toute l'année. Voilà, le pollen, c'est un aliment. Et donc, bon, on peut ne pas en prendre pendant 8 jours si on est en déplacement ou autre, c'est pas grave. Mais j'en prends toute l'année. Le mot cure, c'est marketing. C'est parce que on se raccorde aux usages habituels du printemps, de détoxification à une période, comme si on était plus intoxiqué à une période qu'une autre. Enfin bon, voilà, non. C'est marketing, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, si on veut être, si on a besoin de pollen, par exemple, quelqu'un qui a des dégénérescences maculaires liées à l'âge dans sa famille, qui a déjà eu une cataracte, donc qui est une maladie de carence de lutéine et zéaxanthine, c'est dommage de faire une cure au printemps, une cure à l'automne de pollen de saule, parce que ça n'aura pas assez d'efficacité. Il faut qu'ils prennent tout le temps des pollens de saule, les saules fruitiers, ou même cyste, parce que le cyste contient la dose journalière nécessaire en lutéine et zéaxanthine si on en prend 15 grammes par jour. Quoi. Donc voilà, mais c'est très bien de le rentendre. Pas de contre-indication à en consommer de manière très régulière toute l'année. Il n'y a aucun souci parce que on peut le consommer comme un complément. C'est pas un complément. Là, le pollen, c'est un aliment. Donc c'est pas comme voilà d'autres choses qu'on pourrait prendre en parallèle toute l'année, tous les jours. Il n'y a pas de problème. C'est un aliment qui complète l'alimentation classique européenne qu'on a. Parce que cette alimentation n'est pas assez riche en micronutriments. Mais si on cesse d'en prendre au bout d'une semaine ou deux, on retombe dans la petite carence qu'il y a, quoi. Et puis après, comme on n'a pas une nourriture qui est adaptée à notre espèce, vraiment, puisqu'on devrait être des chasseurs-cueilleurs, c'est pas facile maintenant. Hein. C'est pas facile. Eh bien, on n'a pas une bonne flore intestinale. Et il y a des germes qui prolifèrent, qui ne devraient pas proliférer parce qu'il y a trop de sucre dans notre alimentation. Voilà. Donc, et le pollen, avec ses ferments lactiques, permet en pression continue tout au long de l'année, permet de maîtriser une bonne flore intestinale. Parce que eh bien, ces ferments éliminent tous les germes de putréfaction. D'ailleurs, le pollen, pourquoi il pourrit pas dans la ruche? C'est parce qu'il a été nettoyé par ces ferments lactiques qui ont été coévolués avec l'abeille pendant plus de 120 millions d'années, quoi. Donc, c'est vraiment absolument magnifique. On a les micronutriments et aussi les ferments lactiques, donc qui permettent de maîtriser la flore intestinale. Donc, ça complète l'alimentation et ça maîtrise la flore intestinale. Et notre état de forme, je pense que c'est le principal qui s'était passé quand j'ai ressenti cette très forte dynamisation alors que j'étais épuisé, c'est que ça m'a rétabli une bonne flore intestinale. Très certainement voilà. Que ça a joué aussi sur effectivement. Ça a joué sûrement énormément. Bien sûr, oui. Par rapport aux personnes qui sont allergiques et qui pourraient avoir des questions sur le fait de consommer du pollen ou pas. Par rapport aux allergiques, les pollens vendus par Pollenergie sont pas allergènes. On connaît certains pollens, donc tous les pollens sont analysés au niveau des pollens, et puis on sait d'où ils viennent. En fait, c'est toujours les mêmes producteurs qui produisent, quoi, hein. Donc un pollen, imaginons qu'un fournisseur nous ait fourni du pollen avec trop de pollen du pollen d'olivier, par exemple, dans le pollen de cyste. Eh bien, à ce moment-là, on va plus lui acheter de pollen. On achète chez ceux qui ne fournissent pas des pollens contenant des pollens allergènes. Donc, il y en a très peu qui sont allergènes. Parce qu'il y a deux systèmes. Soit la plante a coévolué avec l'abeille, et la plante en a fait un aliment pour l'abeille. Il n'y a pas mis de substances toxiques.
Et à ce moment-là, elle en a fait quelque chose qui est nutritif. Et les pollens auxquels on est allergique, en général, c'est les pollens transportés par le vent. Hein, c'est voilà. Et donc ces pollens ne sont pas, vous verrez jamais les abeilles récolter du pollen, par exemple, de dactyle, qui est un pollen qui est très allergène, qui est transporté par le vent. C'est les pollens de graminées. Et donc ces pollens ne sont pas récoltés par l'abeille. Et donc, on a très peu de problèmes allergiques. Pour dire à Pollenergie, puisqu'il y a plusieurs milliers de clients, et on nous signale très, très rarement des allergies. Et ça peut être sur des très grands allergiques, qui sont allergiques à plus de 6 ou 7 substances différentes. Donc là, il faut mieux qu'ils essayent avec des pollens monofloraux, pas des pollens polyfloraux. Voilà. Oui. Ça. Et il y a plus d'allergies, en fait, avec la propolis qu'avec le pollen récolté par les abeilles. J'ai plus le nom en tête, mais vous en aviez parlé que voilà de ces différences que vous disiez là, les pollens qui sont transportés par le vent ou transportés par les abeilles, qui sont beaucoup plus lourds. Du coup, ceux qui sont transportés par les abeilles. Et donc il y a un nom spécifique pour le pollen transporté par les abeilles et celui transporté par le vent, mais j'ai plus les deux noms en tête. Je ne sais plus, mais en tout cas voilà. Et du coup, ceux qui sont transportés par les abeilles, je me souviens, ou peut-être je l'ai lu dans votre livre, et très certainement, sont beaucoup moins allergisants parce que plus lourds, ils sont floraux, donc voilà, il y a moins d'allergènes, enfin moins de symptômes allergisants donc, avec la consommation des pollens floraux. Oui, dans la dernière édition de ces pollens qui nous soignent là, j'ai ajouté un chapitre parce que j'appartiens à l'association francophone d'apithérapie dans laquelle j'enseigne et c'est une association qui fait de la formation en apithérapie qui est très intéressante. Et donc le président est un allergologue. Donc il a fait des publications sur les pollens potentiellement allergisants qui pourraient être récoltés par l'abeille. Donc, je parle de ces publications dans ce nouvel élément pour rassurer les personnes qui peuvent avoir des peurs à ce sujet-là. C'est très précis. D'accord. Ça devait être dans une interview alors de vous, parce que s'il est dans le dernier livre, je l'ai pas encore reçu. J'ai hâte de le recevoir, la dernière édition. D'ailleurs, je crois que le pollen de cyste est précisément un pollen qui aide dans les allergies à désensibiliser. Oui, j'ai découvert ça. C'était parce que ce pollen contient des ferments lactiques spécifiques et qui peuvent contrecarrer une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique, des inflammations, les missiles, on appelle ça les missiles, les inflammations du côlon. Et donc, on s'est aperçu que les gens avec ce pollen-là avaient des résultats qu'ils n'avaient pas avec d'autres pollens. Et donc, on l'a conseillé sur des personnes qui avaient ça, et ça fonctionne très, très, très bien. Et donc, on a des personnes qui prennent le pollen de cyste en continu pour ça, toute l'année. Et en fait, une partie de ces gens-là avaient la malchance d'être aussi allergiques au pollen transporté par le vent. Et un bon nombre d'entre eux ont vu cette allergie diminuer et même disparaître. Et ils nous ont dit ça doit être ce pollen, puisque j'ai rien changé d'autre dans ma vie, dans mon alimentation. Je prends pas de médicaments, je prends plus maintenant au moment de la floraison des graminées, je suis plus obligé de prendre des corticoïdes, etc. Voilà, incroyable quand même que le pollen désensibilise du pollen. C'est pas une désensibilisation, non, c'est je sais pas. En tout cas, il y a une action intéressante dessus. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de la nature. Intéressant. Est-ce que vous pouvez en quelques mots simplement nous redire, vous n'avez parlé un peu, on vient de parler de la cyste, enfin du pollen de cyste. Est-ce que vous pouvez comme ça nous donner quelques propriétés spécifiques de différents pollens, voilà, qu'on peut trouver? Oui. Alors oui, forcément, vous parlez de pollenergie parce que c'est tout le travail de votre vie qui a été de travailler avec les recherches de ces pollens-là. Mais en tout cas, donc bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de Pollenergie pour regarder les différents pollens et vous êtes sûr, en tout cas, voilà, de la qualité et du mode de fonctionnement du procédé pour venir récolter le miel, pas le miel, le pollen, mais bien évidemment aussi le miel, la propolis, enfin tous les produits qui sont travaillés chez Pollenergie. Mais vous avez en tout cas aussi des clés
que vous a partagées là, Patrice, aujourd'hui, précieuses, pour peut-être, si vous avez un apiculteur près de chez vous, l'interroger, échanger avec lui pour, par exemple, ce que vous disiez sur le pollen, on évite à partir de l'été, de fin mi-juillet jusque février, à peu près, février-mars, que les floraisons reprennent. C'est intéressant d'échanger avec eux au regard de ces années d'expérience riches, et puis voilà, pour bien avoir en tête la préservation de l'abeille, en fait, et surtout ne pas nuire à l'abeille, comme vous l'avez dit. Donc voilà, ça peut être Pôle Énergie ou un apiculteur près de chez vous, mais au moins avec Pôle Énergie, on est certain. Moi, je ne consomme que du Pôle Énergie parce que je suis certaine du procédé. Après, s'il y a un apiculteur dans votre environnement qui congèle le pollen dans son congélateur et que vous vend du pollen congelé, il sera aussi potentiellement actif que celui de Pôle Énergie. Hein. Je ne suis pas l'agent commercial de Pôle Énergie, j'ai une sympathie pour la société, puisque c'est mon bébé, quoi. Ça a transformé la commercialisation du pollen, mais bon, voilà, moi j'indique aux apiculteurs comment il faut faire. Donc quand ils sont quand ils font les foires, les marchés par exemple, je leur dis vous achetez une glacière professionnelle, une vraie glacière, et vous allez à Métro ou autre acheter les blocs conservateurs de froid qui conservent à moins 18. Vous mettez ça tout autour de la glacière, vous mettez vos barquettes de pollen là. Et puis, vous pouvez faire déguster, vous faites déguster un peu au consommateur. Et le consommateur qui va acheter cette barquette de pollen, s'il rentre dans les 3-4 heures chez lui, eh bien, il va le remettre au congélateur et son pollen sera aussi actif et sera très bon, quoi. Hein. Voilà. Donc, vraiment, mais surtout, n'achetez pas. Mais il y a quelques producteurs qui veulent pas du tout entendre parler de pollen congelé, et ça leur complique la vie. Enfin, moi, je continue de prendre chez Pôle Énergie parce qu'en fait, pour avoir cherché un peu, j'ai pas trouvé, pour l'instant, proche de chez moi en tout cas, j'ai pas trouvé d'apiculteurs qui avaient ce procédé-là. Donc, oui, ça dépend. Alors, on n'est pas obligé de la mise sous un gaz neutre parce que ça, c'est pour pouvoir l'expédier par la poste, garantir une conservation absolue. Mais quand il y a une chaîne de froid, même s'il a juste dégelé pendant 3-4 heures. On a compris qu'il n'y avait pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, donc, voilà. Et puis, souvent, des consommateurs le découvrent chez un apiculteur, et puis après, ils achètent à Pôle Énergie, ou l'été, ils achètent un autre apiculteur. Le marché, vraiment, je peux pas dire qu'il faut acheter que à Pôle Énergie, ça serait malhonnête de ma part. Non, mais n'acheter que du pollen congelé, ça oui, ça je le dis. Absolument. Comme je vous ai dit, si vous m'offrez un peu de pollen, une barquette de pollen congelée proprement, d'où qu'elle vienne, je vais la consommer. Et je verrai déjà au niveau du goût si elle est propre. Hein. Et puis je vais la consommer. Si vous m'offrez un peu de pollen sec, je vais le donner à mes plantes, parce qu'il y a encore des acides aminés qui peuvent stimuler leur croissance. Mais les matières grasses du pollen, parce que il y a dans le pollen, on a des acides gras polyinsaturés. Et ces acides gras polyinsaturés sont fragiles. Et quand on sèche le pollen, eh bien, ces acides gras sont conservés en présence d'air et ils vont s'oxyder. Donc, ils vont être rances. Donc, si vous voulez, la même différence entre du beurre frais et du beurre rance, quoi. Si vous consommez du beurre rance, pour la digestion, c'est pas pareil, quoi. Hein. Oui. Bien, voilà. Et moi, il m'arrivait, quand je faisais les agréments de pollen à Pôle Énergie, de goûter chaque seau de pollen ou carton qui m'était livré par les producteurs en France. Et bon, si je faisais le total de ce que j'avais mangé dans la journée, c'était peut-être 200 grammes, 300 grammes de pollen dans toute une journée de réception de pollen. Bon, j'ai peut-être un peu moins faim à midi, mais ça me faisait rien de dommageable, quoi. Hein. Oui, voilà, c'est intéressant. Essayez de manger 200 grammes de pollen sec. Enfin, je vous déconseille d'essayer, parce que le goût n'a rien à voir. Hein. Qui a déjà essayé du pollen sec? Parce que moi, je prenais du pollen sec au démarrage sans trop savoir. Puis après, je me suis intéressée au processus et j'ai compris l'importance de l'avoir frais. Et ça n'a rien à voir. Ni la texture en bouche, ni le goût, ni les saveurs, les arômes. Ça n'a absolument rien à voir. L'avantage du pollen d'Aristée ou
de Pôle Énergie, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre un marché. Il y en a partout. Il y en a dans tous les magasins diététiques. Les gens peuvent acheter par correspondance. En 2 jours, c'est livré. Bon, évitez la période de Noël, là. En ce moment, attendez la première semaine de janvier pour commander, parce que la poste marchera mieux, quoi. Mais alors, si on veut commander, si on veut s'essayer au pollen, vous conseilleriez de commencer par quel pollen, et puis peut-être nous donner quelques exemples des propriétés de chaque pollen. Mais si on devait commencer par un pollen, vous conseilleriez lequel? Le pollen de cyste, c'est celui qui est sûrement le plus efficace au niveau de la flore intestinale. Et après, il contient des caroténoïdes qui sont intéressants, qui ont déjà renforcé la rétine. C'est pas suffisant pour quelqu'un qui a déjà une carence, hein, mais c'est déjà pas mal parce qu'on a la dose journalière nécessaire. Voilà. D'ailleurs, un petit aparté sur mon livre, il y a un tableau sur les teneurs de lutine et zéaxanthine de différents pollens, et ce tableau est faux. Sur l'ancienne édition, il est bon, mais mon éditeur a retapé le truc et il y a eu un décalage Excel horrible. Donc, tenez compte du texte, qui est bon, mais pas du tableau. Hein. Donc, si vous achetez le livre, voilà, vous pouvez me demander le tableau par mail et puis je vous l'enverrai. Voilà. Très bien. Vous notez, hein. Voilà. Donc après, le pollen de cyste est intéressant à ce niveau-là. C'est l'aliment le plus riche qu'on connaisse en vitamine E aussi. Donc la vitamine E, c'est intéressant pour le cholestérol parce que ça empêche l'oxydation du cholestérol. Voilà. Donc là, un petit mot aussi sur les antioxydants. Le mot antioxydant doit être vraiment nuancé parce que on a des antioxydants qui sont intracellulaires, à l'intérieur des cellules, qui agissent à l'intérieur des cellules. Par exemple, le sélénium est un cofacteur enzymatique d'une enzyme qui agit dans la cellule. Bon, c'est un antioxydant aussi. Mais après, il y a la vitamine E, la vitamine C, qui sont des antioxydants de type vitaminique. Puis après, on a les antioxydants de type polyphénol, et qui sont des antioxydants qui sont plus détoxifiants, etc. Donc, comparer la capacité antioxydante avec des tests chimiques entre un polyphénol et la vitamine E, c'est complètement absurde, puisqu'ils n'agissent pas au même endroit, ils n'ont pas le même rôle, du tout. Et ils sont complémentaires. Donc, ne tombons pas dans ce mot-là. Et alors, même le corps médical fait cette grave erreur. Par exemple, avec la propolis, on en reparlera si on a une émission sur la propolis. Les polyphénols, par exemple, de la propolis, peuvent permettre d'évacuer les déchets de la chimiothérapie. C'est prouvé sur modèle animal par une équipe franco-algérienne de manière très incontestable. Donc, et en fait, ce sont les molécules de chimio sont peu toxiques en fait en elles-mêmes. Mais le foie les fracture en morceaux. Pour parler proprement, on appelle ça des métabolites. Et ces métabolites sont très toxiques. Et les polyphénols vont empêcher cette toxicité. Voilà. Alors, pendant une chimiothérapie, beaucoup d'oncologues disent qu'il ne faut pas prendre d'antioxydants. Alors, je suis d'accord avec eux pour les antioxydants intracellulaires et les antioxydants de type vitaminique, vitamine E, vitamine C, voilà, tout ça. Mais les polyphénols, c'est complètement différent. C'est détoxifiant. Voilà. Et ça va permettre, on le voit sur modèle animal, ça permet beaucoup plus de survie et de conservation de la formule sanguine sur le modèle animal. Donc, dans le pollen, on a toute la gamme d'antioxydants. On a à la fois des antioxydants de type vitaminique et on a des antioxydants de type polyphénol et intracellulaire aussi. On a toute la gamme. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dans tous les pollens ou selon les pollens? Alors, suivant les pollens, ça varie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un pollen et puis après un autre et puis après un autre. De changer. Après, le pollen de saule,
le pollen de saule et saule fruitier, c'est l'équivalent, vraiment équivalent au niveau des effets, eh bien, vont agir alors sur la prostate, mais sur la prostate, tous les pollens vont avoir une action pratiquement. Tous les pollens vont avoir une action, un peu plus forte ou un peu moins forte, mais c'est pas grave. Tous vont marcher. Quelqu'un qui en prend toute l'année, eh bien, il ne doit pas avoir de problème. Un homme qui ne doit pas avoir de problème d'adénome bénin de la prostate. Voilà. Ça ne va pas spécifiquement empêcher un cancer de la prostate. Il faut absolument se faire suivre avec l'âge par un oncologue, un urologue. Mais déjà, voilà. Donc, c'est intéressant. Alors, le pollen de saule, c'est un de ceux qui marche peut-être le plus pour ça. Après, il contient ces deux pigments, ces deux pollens contiennent ces deux pigments, le lutéine et la zéaxanthine, qui sont deux pigments qui sont très importants. Alors déjà, la peau en a besoin, parce que ces deux pigments vont contrecarrer les effets néfastes du soleil sur la peau, donc c'est préventif de la cancérisation de la peau, ça a un côté préventif. C'est prouvé sur modèle animal. Si on prend des souris mudes, des souris sans poils, et qu'on leur met un produit cancérigène dessus, qu'on les met sous UV, c'est pas moi qui fais ça, mais bon, je me sers de ces recherches cruelles pour argumenter mon propos. Oui. Eh bien, celles à qui on aura qu'on aura nourri avec la lutéine et la zéaxanthine, eh bien, vont développer 10 fois moins de cancer de la peau que le témoin va développer 10 fois moins de cancer de la peau que la pauvre souris qui a eu le protocole complet, quoi. Oui. Donc, la peau se sert en premier, en fait. Et ce sont les graisses de la peau qui fixent la lutéine. Donc, la couche de peau des femmes contient un peu plus de graisse que la couche de peau, normalement, des hommes. Donc, les femmes ont un besoin qui est plus important en lutéine et zéaxanthine que les hommes, mais les hommes en ont aussi besoin quand même. Et ensuite, c'est la rétine qui se protège, la fovea, le centre de la rétine, a une pigmentation jaune, et cette pigmentation vient de la nourriture. Voilà, c'est Cécile Delcourt, qui est au CNRS de Bordeaux, qui a fait une énorme étude sur 7 en pays méditerranéens, sur la manière dont se nourrissaient les gens et puis leur pathologie oculaire, lutéine et DMLA et cataracte. Et sa conclusion a été que ces deux pathologies pourraient être retardées de 20 ans si les gens consommaient 6 à 7 mg de lutéine et de zéaxanthine chaque jour. Or, ça correspond à quoi avec le pollen, ça, cette quantité? Alors, je vais vous dire déjà au niveau de l'alimentation générale, où est-ce qu'on va trouver ces pigments? Oui. Parce que logiquement, le pollen ne serait pas forcément nécessaire à la santé des yeux. Eh bien, on va trouver ça dans l'épinard, le chou vert, les mâches, les feuilles vertes là, voilà. Et donc, dans l'épinard, il faudrait consommer, c'est l'aliment qui en a le plus. L'épinard cuit, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin qu'il soit cru aussi, mais cuit, très bien. Mais cuit à l'étouffer, parce que si vous le cuisez à la vapeur, vous faites un lessivage et vous allez jeter l'eau qui est dessous, qui contient le plus de lutéine. Donc, cuit à l'étouffer ou voilà. Enfin. Eh bien, il faudrait consommer 400 grammes d'épinards par semaine. Vous voyez, donc c'est énorme, personne ne fait ça en fait. Donc c'est une carence qui est induite, et voilà. Donc le pollen peut permettre de pallier à cette carence. C'est une maladie de carence. En fait, la lutéine et la zéaxanthine devrait être nommée des vitamines, c'est-à-dire c'est une quantité nécessaire journalière qu'on a dans notre alimentation. Et malheureusement, ça n'est pas pris comme tel. Et donc, dans ces deux pollens-là, on a cette quantité-là et qui est très, très, très intéressante. C'est combien par jour ce que vous préconisez de prise de pollen? Une cuillère à soupe? Moi, oui, une grosse cuillère à soupe. Moi, je prends 15 grammes. Des fois, par gourmandise, j'en prends 2, je confesse. Mais
Je le produis moi-même, alors c'est plus facile, quoi. Parce que je Non, mais il produis m'arrive aussi d'en prendre deux, c'est du délicieux. pollen avec mes ruches, mais j'achète celui de Pollenergie parce que j'aime bien faire des cures, des prises de cystes aussi, des cures à l'intérieur de ma prise quotidienne, quoi, hein. Mmh. Mon Mmh. cure, je le conçois que changer d'un pollen à l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pas prendre du pollen et puis s'arrêter pendant 6 mois. Non, ça c'est Mmh. stupide. Oui, oui. Plutôt au cours d'un repas ou à jeun ou hors des repas? Alors, l'idéal, c'est pendant un repas léger. C'est-à-dire que si c'est pris dans un repas, je prends une caricature, si vous le prenez avec une daube de vache, euh, voilà, ou de sanglier, eh bien, cette daube va rester 4-5 heures dans l'estomac pour être digérée. Et donc, c'est un peu dommage pour les ferments lactiques et certains composants. Donc, plus le repas où vous allez manger des fruits, des tartines, du miel, boire. Voilà, donc ça peut être le matin, un petit déjeuner classique français, ça va très bien. Bon, si vous êtes anglais, que vous mangez le matin 2 œufs, une saucisse, du bacon, vaut mieux prendre à 4 heures avec Mmh. at tea time, avec un Voilà. biscuit ou un fruit. Voilà. Mmh. Moi, je le prends souvent sur une banane écrasée le matin et c'est délicieux. Ça donne un goût absolument divin. Ça se Oui, mélange oui. avec la purée de banane et c'est très très bon. Avec quelques noix, c'est voilà. Ça, Voilà, voilà. Alors, ça n'a pas d'influence sur le sommeil, hein, parce qu'il n'y a pas un taux de vitamine C, par exemple, qui peut nuire un petit peu au sommeil, à l'endormissement. Il n'y a pas un taux très, très élevé. Donc, ça peut être pris le soir. Donc, il y a des personnes qui, le soir, moi, le premier, le soir, je mange une soupe ou tout ça. Je pourrais très bien le prendre aussi le soir, quand même. Voilà. mmh. D'accord, ben c'est intéressant pour que chacun ait en Voilà. tête le test. Alors peut-être que vous l'aviez déjà essayé et peut-être que vous aviez essayé du sec. Donc du coup, voilà, tout l'intérêt de tester le frais. Et puis voilà, vous nous avez donné tant de pistes pour mieux appréhender le choix du pollen que l'on va faire et puis la manière de le consommer. De le choisir et de le consommer après. Donc, c'était tellement enrichissant. Je pourrais vous écouter des heures, Patrice. Donc, merci Merci. infiniment de nous avoir voilà, apporté tant d'éclairage sur le pollen. Vous savez que moi, dès que votre emploi du temps vous le permet pour un dossier, une émission sur la propolis, mais je bloque mon emploi du temps sur le vôtre. Donc, vraiment, je serais ravie parce qu'il y a tellement à dire là aussi sur la propolis qui est aussi un... Alors, je sais pas si on peut dire aliment sur la propolis, pas un aliment, ça va Non, bien. non, là, c'est plus un complément alimentaire. Là, on va faire plus des cures, hein. Donc, Voilà, là, le mot cure est très justifié, hein, voilà. très bien. Et après, on pourrait parler aussi de l'air des ruches. C'est mon L'air des activité ruches, de recherche actuelle, absolument. dans mon établissement actuel, qui est le Miel et l'eau, à côté d'Agen. Oui. Et j'ai appelé le miel et l'eau parce que le miel, ça symbolise les produits de la ruche, quoi, hein. Et on fait un peu de miel, bien sûr, qu'on vend aux personnes qui viennent là. Donc, c'est un spa dans lequel on a Magnifique. voilà, il y a une piscine chauffée, sauna, hammam. C'est un lieu de ressourcement, quoi, hein, avec des chambres d'hôtes, etc. Et il y a une activité de respiration de l'air des ruches qui est très intéressant pour les personnes qui ont de l'asthme, des allergies ou des migraines. Et le mécanisme d'action est très intéressant et je décris ça dans mon livre, le livre qui est sorti cette année, justement, Apithérapie, aux éditions Très Daniel aussi, Oui. et qui est ça désactive la surexpression des gènes de l'inflammation. Donc c'est ce qu'on a découvert. J'étais le premier à découvrir ça avec la fac de Bordeaux. On a fait des recherches et donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup à l'heure actuelle. Bah, Voilà. écoutez, je serais ravie de vous écouter encore sur ce sujet-là. Effectivement, l'air des ruches, parce que on connaît pas ce terme-là, donc avec grand plaisir pour vous inviter une prochaine fois sur ces deux thématiques. Et Oui, voilà, vous pourrez de toute façon, on va vous remettre tous les coordonnées, donc du site également de Patrice. Vous pourrez regarder le lieu, voilà, son centre. oui.
superbe qui permet voilà, de tester cette terre des ruches, des massages magnifiques. Et le lieu est superbe dans un environnement, en plus, voilà, Lot-et-Garonne, qui est très joli, un peu reculé pour venir se ressourcer. Ça peut être très intéressant. Et puis voilà, donc vous regarderez, vous avez les clés en main maintenant pour bien choisir votre pollen. Patrice, merci infiniment pour votre temps, pour vos explications, pour votre générosité dans les informations et vos partages. Voilà, enfin moi en tout cas j'ai adoré. J'espère que vous aussi qui vous nous écoutez, mais en tout cas voilà, j'ai des notes dans ma tête et et on va regarder le pollen encore avec un autre regard. Merci infiniment, Patrice. Ben merci à vous aussi de m'avoir écouté avec patience. Pas patience, avec passion. C'est proche. Merci à vous tous. Passez une belle fin de semaine et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.